Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernière journée de la semaine, avec notre invité Xavier Delot qui est venu nous présenter une histoire de la science-fiction en bande dessinée, coéditée chez les Humanoïdes Associés et les éditions Critiques. Bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Donc je voudrais, par rapport à tout ce qu'on a développé depuis le début de la semaine, donc c'est vrai qu'au-delà d'une histoire, que c'est quand même aussi une encyclopédie, une bibliographie, des biographies d'auteurs, même si elles sont relativement courtes, mais elles donnent quand même une idée des auteurs qui sont derrière les œuvres. Donc vous disiez 2 ans et demi de travail pour ce guide, pour cette grande encyclopédie de la science-fiction. C'est ça. Il y a aussi autre chose, parce que vous avez fait une histoire de la science-fiction, mais on a beaucoup parlé de l'anglo-saxonne, de l'américaine, de la française également. Mais vous êtes allé aussi en Afrique, vous êtes allé plus loin en Europe. Alors j'ai découvert que Tolstoï pouvait être considéré comme un auteur de science-fiction. Ben oui, mais alors c'est pas le même. Parce qu'il y a Léon Tolstoï et puis il y a Alexis Tolstoï. Et là, on parle plus de Alexis Tolstoï. Voilà, mais ça peut prêter effectivement à confusion. C'est clair. Mais Bulgakov. Bulgakov, ah oui, par contre, oui, Bulgakov, aucun doute là-dessus. Lui, donc le Maître et la Marguerite, pour ceux qui ne connaissent pas ce grand classique, bien lui, oui, il a aussi écrit d'autres récits, souvent fantastiques, d'autres très proches de la science-fiction. Voilà, oui. Donc en Russie, il y a vraiment une grosse culture de la science-fiction. Peut-être aussi parce que les sciences étaient mises à l'honneur aussi dans les études, enfin les mathématiques, les sciences. Oui, et puis effectivement, avec ensuite après l'escalade entre les États-Unis et la Russie et l'URSS même pendant la guerre froide, c'est sûr que la science-fiction a continué à se développer d'un côté et de l'autre. En Russie, on a par exemple les frères Strugatsky qui ont écrit beaucoup de science-fiction, dont par exemple Stalker, qui est un des récits de science-fiction russes les plus connus, ou peut-être même le plus connu. Il y a encore une adaptation en jeu vidéo qui a boosté les ventes il n'y a pas si longtemps encore de ce roman, mais il y a eu aussi une très belle adaptation au cinéma d'un réalisateur russe qui s'appelle Tarkovsky. Voilà, et Tarkovsky, il a fait Solaris par exemple aussi, adapté d'un roman du polonais Stanislas Lem. Voilà. Donc la littérature de l'Est de science-fiction était extrêmement développée. Alors j'ai pas eu le temps de la développer évidemment autant que je voulais dans l'album. Oui, comme vous disiez, il vous aurait fallu 200 pages de plus. C'est ça, il m'aurait fallu 200 pages de plus, mais je pense que la synthèse est suffisamment intéressante pour trouver dans ces pages qui sont consacrées aux autres pays en règle générale, de quoi en fait. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, l'Afrique n'est pas dénuée de créateurs et de créatrices, donc effectivement, il faut aller voir de tous les côtés, dans tous les sens, et même parmi les grandes écrivaines, j'allais dire, ou autrices actuelles dans le domaine de l'imaginaire, on trouve des autrices comme Nnedi Okorafor ou Sofia Samatar, qui est anglo-éthiopienne par exemple. Eh bien, Nnedi Okorafor, dans mes souvenirs, elle est sud-africaine, donc il y a énormément d'ébullitions qui viennent de ce continent, en Afrique du Sud, en cyberpunk par exemple, avec Lauren Bucks, qui a écrit Moxyland. Juste quand même, à sa charge, la science-fiction n'a pas forcément des sous-genres très attractifs,
quand vous dites le cyberpunk, c'est vrai que c'est pas forcément... Non, c'est sûr, c'est pas, ça peut paraître un peu, en tout cas ésotérique comme ça, mais on peut vivre la science-fiction sans avoir besoin de parler de sous-genre à chaque fois, hein. Il n'y a pas de souci. On va voir son libraire, on demande un bon livre de science-fiction, et il va vous trouver un bon livre de science-fiction par rapport à ce que vous avez envie comme type d'histoire aussi. Donc non, ça pose aucun problème, le sous-genre. C'est vraiment, j'allais dire, pour les grands spécialistes du genre qui ont vraiment envie de maîtriser à fond ces nomenclatures. Eh bien, ce sont eux qui font vivre finalement ces sous-genres, ces sous-sous-genres. Les littératures d'imaginaire, en règle générale, sont friandes de nouvelles créations de sous-genres. En ce moment, c'est un signe de dynamisme aussi. Tout à fait, c'est un signe de dynamisme, et le fait qu'elles sont en perpétuelle évolution, ces littératures-là. Là, en ce moment, par exemple, on est beaucoup dans le hop-punk, où voilà, enfin, ce sont des histoires, en fait, il y en a marre, en gros, de la dystopie, pour faire court. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut, en fait, ce sont des histoires positives. Eh bien, beaucoup d'auteurs et d'autrices, actuellement, écrivent plutôt de la science-fiction positive. Je pense à l'œuvre peut-être la plus remarquable et la plus marquante dans ce domaine-là depuis très longtemps. C'est, à mon sens, L'espace d'un an de Becky Chambers. Alors, c'est un roman qui est publié aux éditions de La Talente. Je pense que tout le monde peut le lire, hein. Et ouais, là encore une femme. Ah oui, quand je disais que actuellement la meilleure science-fiction, en tout cas la science-fiction la plus vigoureuse, et celle qui est peut-être la plus imaginative aussi, et parfois même la plus sociale aussi, eh bien elle vient des femmes en ce moment, et notamment dans les pays anglo-saxons, je trouve. En Angleterre, aux États-Unis, il y a énormément de femmes incroyables qui écrivent les meilleures œuvres actuelles, que ce soit par exemple Rivers Solomon. Vous pouvez lire L'incivilité des fantômes, c'est aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors ça, c'est génial. Mais non, en ce moment, c'est leur tour. Oui, elles prennent leur revanche, quoi. Je ne sais pas si c'est une revanche, mais en tout cas, c'est leur tour. Ça, c'est clair. Alors voilà, c'est vrai que dans cette bande dessinée qui est très dense et très riche en informations, si au-delà de l'histoire, comme je le disais, de l'histoire de la science-fiction, c'est vrai qu'on peut aussi y trouver une très riche bibliographie. Et que si, là je vois par exemple, vous mettez pour découvrir Frank Herbert en 2 ouvrages, hop, et vous donnez les titres. Et c'est présenté vraiment de manière très très ludique, quoi. Je ne sais pas si c'est le dessinateur qui a eu aussi, ou peut-être que c'est un accord entre vous deux, la manière de présenter, présenter ces bibliographies sont vraiment très pédagogiques, très ludiques, quoi. En fait, tout ce qui est scénarisation, donc ça rentre dans le cadre de la scénarisation, c'est moi. Après, Djibril, lui, il adapte à la page, en fait, la façon dont c'est présenté. Donc c'est lui qui va finalement définir la présentation finale en fonction de ce qu'il considère comme mieux pour l'aération de la page. Donc il a eu plein d'idées assez fameuses, comme ces frises, comme la présentation des frises finalement en fin d'ouvrage, etc. Donc ça c'est super. C'est un travail collectif en fait, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est même pas forcément toujours sous forme de cases et de bulles. Il y a des fois, ça fait comme un roman graphique un petit peu. Et alors là, voilà un exemple, 10 romans de science-fiction pour initier vos enfants. Oui. Et donc, vous avez des petites cartouches, il a reproduit la couverture de ces 10 livres. C'est quand même très très attractif, quoi. On voulait que ce soit vraiment l'album le plus pédagogique et le plus ludique possible, qui puisse se retrouver dans les bibliothèques, dans les CDI, dans les médiathèques, dans les bibliothèques d'entreprises, je sais pas, partout en fait, hein, voilà, où on pourra découvrir ce genre-là. Donc cette BD, il sera. Bon, c'est un peu le but. Donc oui, on voulait beaucoup de pédagogie dans cet album. Et c'est pour ça qu'on met autant de conseils de lecture finalement, voire des conseils filmiques, hein, puisque oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours que du conseil de lecture. Là, vous avez marqué les 25 séries télé qui ont marqué la science-fiction, 10 séries animées cultes. Alors, Goldorak.
Évidemment, on peut pas Je ne échapper à savais pas Goldorak. que quand j'étais petite et que je regardais Goldorak ou Albator, je regardais de la science-fiction. Enfin, je mettais pas ce nom-là dessus, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que Capitaine Flamme, tout ça, Oui. voilà. Donc c'est aussi tout ça que vous mettez dans cette En avant, oui. bande dessinée. 5 ouvrages majeurs du cyberpunk. Enfin voilà, c'est vraiment plus qu'une bande dessinée, qu'une simple bande dessinée. Bah alors, le terme me fait rire parce qu'il y a une émission qui s'appelle C'est plus que de la SF et je pense que ça ferait beaucoup rire le présentateur de dire que c'est plus qu'une BD. Salut Lloyd Cherry. Mais oui, du coup c'est un peu le cas. Ouais, je suis assez d'accord. On a essayé de définir un outil qui soit multiple finalement, quoi. Oui, c'est ça. Un couteau suisse. Voilà, donc je rappelle le titre, Histoire de la science-fiction en bande dessinée, donc recommandé par ActuSF, Oui. et édité par les Humanoïdes Associés et les éditions Critiques, avec en dessinateur donc Djibril Morissette Fan, ce jeune dessinateur prometteur. Oui, très prometteur. Donc voilà, ça c'est pour votre bande dessinée. Mais vous êtes aussi depuis peu, au moins à titre, vous êtes aussi éditeur, Oui. avec une toute nouvelle maison d'édition Ah oui, tout à fait, qui que s'appelle... vous allez nous présenter. Oui, alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Auteur, éditeur. Alors éditeur, je le suis depuis pas mal de temps, puisque j'ai déjà dirigé une maison d'édition qui s'appelait les éditions Ad Astra pendant 10 ans. J'ai collaboré avec d'autres maisons d'édition aussi, notamment Critique à Rennes, voilà. Et puis depuis cette année, je suis le co-créateur de la maison d'édition Argile, voilà, qui est une maison d'édition qui publie de l'imaginaire au sens large, fantasy, science-fiction, fantastique, mais aussi du roman historique et du polar. Le tout, en fait, avec un axe particulier qui est celui du lien social qu'on peut trouver dans les romans. Donc, tous les romans qu'on publie parlent finalement de notre société, de notre rapport à l'humain, rapport à notre environnement, rapport à notre vie actuelle aussi. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée au cœur de notre nouveau projet. On est 4, donc Simon Pinel, moi, un illustrateur qui s'appelle Xavier Colette, qui est assez connu pour ses bandes dessinées notamment et ses illustrations de jeux, et Frédéric Hugo, qui lui est un spécialiste du livre numérique et de la création de livres numériques, et qui nous crée des livres numériques accessibles aux malvoyants, non-voyants, aux dyslexiques aussi, qui sont disponibles sur simple ticket d'achat d'un roman chez nous numérique classique, voilà. On peut aussi obtenir les versions 10 et les versions pour malvoyants et non-voyants. Alors je dis non-voyants parce que en fait ce sont des romans sous forme électronique, mais qui avec un système de logiciel audio permet en fait une lecture audio du roman, et c'est très très bien fait en plus. Donc on est vraiment dans cet esprit très collaboratif, très participatif et au plus proche en fait de notre idée d'être au contact du monde et d'être au contact des gens en fait. Voilà. Donc quand vous disiez que si vous aviez un point commun entre les différents genres que vous allez éditer, c'est la société. Donc vous allez être servi avec toutes ces nouvelles autrices de science-fiction qui abordent la science-fiction par le biais de la société oui, tout et à de fait. l'humain, quoi. Ah, tout à fait. Alors on en cherche à vie aux autrices. On cherche vraiment des autrices. Et par exemple, on va en publier une qui s'appelle Carol M. Schwiller, qui est une autrice américaine, et qui de qui on publiera un roman qui s'appelle La Monture. Et La Monture, c'est un roman assez fascinant, c'est une fable en fait, mais qui met en perspective justement la relation de l'homme avec
avec l'animal. Et en fait, en prenant cette perspective très amusante et très, très pertinente de l'alien et de l'homme. C'est-à-dire que c'est un roman où en fait l'alien s'est installé sur Terre au détriment de l'homme évidemment et a fait en fait de l'humain sa monture. Son animal de compagnie. Ses montures comme nous en fait, on a des chevaux en fait quoi. Voilà. C'est un roman remarquable. C'est en plus une écriture absolument géniale. Le monde inversé quoi. Mais exactement, et c'est ça le pouvoir de la science-fiction, c'est de pouvoir parler de ce qu'on vit avec au jour le jour en fait et au quotidien, de ce qu'on vit et de pouvoir réfléchir sur ce qu'on fait. Et de nos travers aussi, quoi. Et de nos travers, bien sûr, c'est ça. Donc c'est tout à fait l'idée qu'on veut développer chez Argile, c'est de pouvoir montrer que ce pas de côté est une réflexion avant tout et qu'on peut se distraire en réfléchissant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup ça en science-fiction. Peut-être quasi systématiquement, c'est l'altérité. Oui. C'est toujours un rapport à l'autre, quel qu'il soit, que ce soit qu'il vienne d'un autre monde, qu'il vienne, que ce soit entre hommes et femmes, alors que dans la littérature blanche, parfois on peut ne pas avoir cette altérité, alors que la science-fiction, c'est quasi incontournable finalement. Bien sûr, parce que la science-fiction se tourne vers l'avenir, se tourne vers le futur, se tourne vers les étoiles, se tourne toujours vers des horizons où l'humain doit se révéler finalement. Et comme elle réfléchit à ça, une des premières questions qui se pose, c'est vraiment la question de l'autre, de comment on va découvrir l'autre, de comment va évoluer l'autre et qui il va devenir finalement. Et comment on va l'accueillir, et comment on va se comporter avec lui. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment au cœur de la réflexion de la science-fiction, c'est cette approche de l'autre, ouais, tout à fait. On est toujours l'alien de quelqu'un et finalement on peut être l'alien de son voisin, quoi. Donc il n'y a pas besoin de... surtout par les temps qui courent, ouais. Voilà, puis en plus les masques n'arrangent rien, vu qu'on ne se reconnaît pas. Donc si on veut savoir un petit peu quel alien on est, on va lire, on court lire La Monture et peut-être que... La Monture qui paraîtra en fin d'année, donc en novembre, il sortira plus tard. Là, on peut lire surtout notre premier titre qui vient de paraître, qui s'appelle Le Crépuscule de Briareus, de Richard Cooper, qui est un auteur d'anticipation sociale à l'anglaise, donc dans la tradition de Wells, justement, de John Wyndham ou de Brian Aldiss, James Ballard. C'est très bien écrit, c'est souvent le cas chez les Anglais d'ailleurs, et effectivement c'est un roman qui se penche sur l'altérité, voilà, aussi, effectivement, et sur l'avenir de l'humanité, notamment par le prisme d'une humanité devenue stérile, voilà. Comme a pu le faire un très bon film, par exemple, qui est ultérieur, bien sûr, puisque Le Crépuscule de Briareus date de 1974, qui s'appelle Les Fils de l'Homme, voilà, qui est un très bon film, si vous tombez dessus, c'est excellent. Bon, eh bien écoutez, maintenant les auditeurs n'ont plus aucune raison valable de ne pas lire de la science-fiction. J'espère que depuis le début de la semaine, on a réussi à leur donner envie, au moins de trouver leur science-fiction, celle qui leur convient, puisqu'il y a moult genres, sous-genres, comme on le disait, donc il n'y a plus de raison de ne pas en lire. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, et puis je pense qu'on se reverra, qu'on vous retrouvera, si ce n'est comme auteur, ce sera peut-être comme éditeur. Avec plaisir. Sur les ondes de Fréquence 8. En attendant, je vous dis à bientôt. À bientôt et merci pour l'invitation. Xavier Dolo et Djibril Morissette Fan, histoire de la science-fiction en bande dessinée. Toutes ces scènes que nous avons traversées représentent les œuvres d'auteurs américains qui ont traversé les années 1950. Souvent, l'âge d'or de la science-fiction est étendu par les spécialistes jusqu'à la fin des années 1950. Et il est vrai que de grands auteurs ont débuté à cette époque ou écrit de grandes œuvres. Dans l'ordre, nous avons rencontré la première image, celle du petit garçon, nous a plongé dans une des nouvelles parmi les plus célèbres de l'ASF. Il s'agit
du Journal d'un monstre de Richard Matheson, paru en 1950 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Elle décrivait toute la peine d'un enfant né difforme que ses parents ont enfermé dans une cave. Aussi à l'aise dans la SF que le fantastique, souvent proche de l'épouvante, Matheson fournira au genre quelques grands classiques, de nombreuses fois adaptés au cinéma. C'est le cas de « Je suis une légende » en 1954 et de « L'homme qui rétrécit » en 1956. Le premier cité est une variation astucieuse sur le mythe du vampire, avec une fin forte de symboles. Le second narre l'étrange aventure d'un homme qui, à la suite d'une exposition à un gaz brumeux, commence à rapetisser. Scénariste, notamment pour The Twilight Zone, la série de Rod Serling, il fut une influence majeure du maître moderne du fantastique et de l'épouvante, Stephen King. Quant au vaisseau spatial que nous avons rencontré, il apparaît dans le premier roman d'un écrivain américain très largement sorti par la suite du cocon de la SF, Kurt Vonnegut. Le titre du roman ? Les sirènes de Titan. Dans cette histoire amusante et acerbe, l'existence de l'humanité est remise à sa place, à l'échelle cosmique. Vonnegut est l'une des voix les plus brillantes de la littérature américaine. Son talent culmine avec Abattoir 5 ou La Croisade des enfants en 1969, véritable chef-d'œuvre du genre. Dans ce roman, Vonnegut, marqué par le bombardement de Dresde auquel il survécut, raconte la mésaventure d'un homme qui vit plusieurs existences, dont une à Dresde, dans ce fameux abattoir 5, ou encore sur la planète des Trafalmadoriens, qui l'ont kidnappé pour l'enfermer dans un zoo. Il crée également le personnage de Kilgore Trout, un écrivain de SF raté qui apparaît dans plusieurs de ses œuvres. Son nom est une parodie de celui de Theodore Sturgeon, Trout signifiant truite, et Sturgeon, esturgeon. Enfin, nous avons fait la connaissance involontaire du frère Francis Gérard, personnage d'un roman de Walter Miller, Un cantique pour Leibowitz. Ce roman est un fix-up, c'est-à-dire une œuvre formée de plusieurs nouvelles qui finissent par former un tout cohérent. Débuté dans les années 1950, paru en partie dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction, le roman trouve sa forme finale en 1960. Dans cet univers post-atomique revenu au niveau du Moyen-Âge, le frère Francis découvre, dans ce qui devait être un bunker, les reliques d'un saint, Saint Leibowitz. Et ces reliques vont changer à jamais l'ordre nouveau qui s'est installé, dirigé par une nouvelle Rome. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.